Bonjour à tous et bienvenue à ces 5e rencontres de Cannes, ici au Palais des Festivals, avec le concours de la ville de Cannes, que vous voyez derrière nous, et en partenariat avec LCP Assemblée nationale et le magazine Marianne. Alors le thème général de ces rencontres sur 3 jours, c'est « Après la crise, quel nouveau monde ?» Et notre débat, lui, va porter sur la question « Un nouveau pacte républicain ?» point d'interrogation. Un débat dans l'air du temps, dans l'actualité. Nicolas Sarkozy avait fait du pacte républicain un thème de sa campagne. La gauche y fait régulièrement référence. Et tout récemment, Dominique de Villepin opposait son pacte républicain fort à, je le cite, la dérive du débat identitaire. Un débat qui va nous permettre d'aborder différents sujets. Comment définir ce pacte républicain? Comment et pourquoi le rénover? Comment le situer par rapport, par exemple, à l'école, au service public, à l'identité nationale? Ce sera justement des sujets qui nourriront ce débat, des reportages réalisés par l'école de journalisme de Cannes. 2 intervenants prestigieux que vous connaissez tous et qui ont beaucoup réfléchi, qui sont, je crois, des défenseurs d'ailleurs de ce pacte républicain. À ma droite, Henri Guénaud, conseiller spécial auprès du président de la République Nicolas Sarkozy. Il est passé par Sciences Po, il a été banquier, il a été commissaire au plan, il a été chargé de mission auprès de Philippe Séguin et de Charles Pasqua. Et puis conseiller, notamment pour la campagne de Jacques Chirac, promoteur de la fameuse fracture sociale. Et puis pour la campagne de Nicolas Sarkozy avec le pacte républicain. D'une certaine façon, en forçant un peu le trait, on pourrait dire qu'il a contribué à faire élire 2 présidents de droite avec des thématiques de gauche. Et puis, à ma gauche, Jean-François Kahn, journaliste, polémiste, fondateur de l'événement du jeudi, de Marianne, partisan, comment dire, d'un centrisme radical, auteur de nombreux ouvrages, dont l'abécédaire Malpensant, l'Alternative, et puis tout récemment, il vient de sortir Dernière salve chez Plomb. Il est également l'initiateur de CREA, le Centre de réflexion et de recherche pour l'élaboration d'alternatives. Et puis, que j'ai essayé de faire l'inverse de lui. J'aurais bien aimé faire élire des présidents de gauche avec des problématiques de droite. Bon, ça va être le débat. Pour animer et peut-être modérer ce débat, à mes côtés, Philippe Cohen, rédacteur en chef de Marianne. Je te laisse lancer le débat. Oui, alors, nos 2 invités d'aujourd'hui, moi je les connais depuis longtemps, et c'est vrai que voici 12 ans, je leur avais proposé de faire partie d'une association dont la vocation était de défendre et de promouvoir les idées de la République et de les mettre en débat. Ils avaient accepté tous les 2, et puis à l'époque également, je voudrais rappeler ici que lorsque Henri Guénaud, commissaire au plan, a été démis de ses fonctions par le gouvernement Jospin, eh bien Jean-François Kahn avait pris l'initiative de publier dans Marianne une pétition pour qu'il restât dans ce poste auquel il le jugeait, et il n'était pas le seul, utile à la République. Et donc, entre-temps... C'était pour éviter qu'il aille avec Sarkozy. Oui. Entre-temps, vos chemins se sont donc, messieurs, un peu écartés. Aujourd'hui, la première question qui se pose, et qu'on va essayer auquel je vais vous demander tous les 2 de répondre, c'est: est-ce que vous pensez qu'on doit inventer aujourd'hui un nouveau pacte républicain, ce qui voudrait dire que l'ancien, celui qui est né au moment de la résistance, rappelez-vous le programme du Conseil national de la résistance, ne peut plus fonctionner aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut plus fonctionner et qu'il faudrait donc refonder ce pacte républicain? Alors peut-être Henri Guénaud pour commencer. Oui, alors d'abord, la République, c'est une idée en perpétuelle mutation. C'est un système politique, un système de valeurs qui est en perpétuelle évolution depuis qu'elle a commencé d'exister. Deuxième remarque, il ne s'agit pas tant de la refonder aujourd'hui
que de la réinventer, la République. Quand on voit ce qu'elle est devenue au cours des 30 ou 40 dernières années, on voit bien que le système s'est détraqué, qu'il est devenu incohérent, qu'il ne remplit plus les objectifs pour lesquels il a été fondé. Alors si on veut aller un petit peu plus dans le fond des choses, ce que nous appelons le modèle républicain aujourd'hui, c'est ce dont nous avons hérité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été forgé par le Conseil national de la résistance, puis par la planification à la française, puis par la fondation de la Ve République. C'est tout ça qui a fait le pacte républicain français qui dure encore aujourd'hui, mais avec aujourd'hui beaucoup de faiblesses, beaucoup de difficultés. Alors, ce qui me frappe, c'est que le monde, pendant les 30 ou 40 dernières années, l'évolution du monde avait paru condamner définitivement ce modèle républicain qu'on appelle parfois le modèle français. Et depuis ces dernières années, et en particulier depuis que la crise a eu lieu, quelque chose d'étrange s'est passé qui fait que brusquement, les ressorts les principes qui fondent ce système paraissent de nouveau en adéquation avec le monde, de nouveau en adéquation avec notre époque, avec ses exigences, avec les attentes des citoyens. On aurait eu ce débat il y a 2 ou 3 ans, on l'aurait mené dans des conditions totalement différentes de celles dans lesquelles nous allons le mener aujourd'hui. Il était clair que la finance mondiale, la mondialisation, la globalisation était en train de balayer ce vieux modèle un peu vermoulu. Eh bien, ça n'est plus le cas. Voilà. D'ailleurs, on a vu des grands journaux anglo-saxons faire l'apologie dans les derniers mois du modèle français. Donc, ce que nous avons à faire, c'est à retrouver ce que nous avons perdu, c'est-à-dire les fondements même de ce modèle républicain, de ce modèle français réinventé après la guerre par le Conseil national de la résistance. Et nous avons aujourd'hui à le promouvoir dans un monde qui, au fond, est très, très adapté à ce modèle. Voilà. Je crois qu'on a une chance inouïe de pouvoir, de nouveau, reconstruire ce modèle, à condition évidemment d'accepter de le réformer là où il doit être réformé. Jean-François Kahn, retrouver les fondements du pacte républicain, du modèle social français. C'est tout à fait juste de bien noter qu'il s'agit d'un concept particulier, spécifique, qu'est le républicanisme à la française. C'est très important parce que... Allez-y. Parce que c'est très important, parce qu'autrement dit, qu'est-ce que c'est que la République ? La République, c'est le contraire de la monarchie, et donc à ce moment-là, il suffit qu'il n'y ait pas de monarchie. Et alors ça peut donner une République socialiste totalitaire, ça peut donner la République d'Atatürk, qui était une forme de dictature, etc. Mais c'est quoi justement ce pacte républicain français ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Il faut le repenser, mais avant de le repenser, il faut savoir ce qu'il était. Je vais vous donner un exemple dans l'actualité. Il s'est passé un événement, moi, qui m'a... comment on dit aujourd'hui interpellé, c'est ce qui s'est passé au Champ de Mars à Paris. C'est-à-dire que des types, un site internet, qui donne rendez-vous aux gens, dit on va vous distribuer de l'argent. On va vous distribuer de l'argent. Pourquoi ? Pour récompenser quoi ? Rien. Quel effort ? Aucun. On va récompenser de l'argent. Et des milliers de gens viennent. C'est-à-dire, c'est l'Empire romain. Dans l'Empire romain, en effet, on distribuait, pour que les gens se calment, du blé, peut-être de l'argent. Il y a un côté impérial. On distribue de l'argent. Et qui organise cette distribution de l'argent ? À 7000 personnes. Qui, en plus, il vient pas à temps, alors tout à coup, ils se disputent, ils s'engueulent, ils se tapent dessus, ils tournent les voitures. Un côté barbare, quelque part, terrible, dans cette volonté, l'argent, pour n'importe quoi, je le mérite pas, je m'en fous, on me l'a dit. Et puis, qui était derrière ça ? 2 types, dont l'un avait fait un site pour dire on fait le devoir des enfants. C'est-à-dire la négation de l'école républicaine. On fait vos devoirs. C'est la tricherie, c'est l'organisation de la tricherie. Et un autre qui avait dit aux enfants, un autre site, notez les profs.
C'est-à-dire le mec qu'on a viré, le type qui travaille pas, il dit 0 à son prof et tout. C'est-à-dire la négation même d'une hiérarchie rationnelle, d'une discipline rationnelle. Et je dirais que, en plus, on découvre que derrière ce site, il y a une société où on trouve ces grands républicains que sont M. Messier, M. Arnaud, M. Bolloré, c'est-à-dire le grand capitaliste. Eh bien, la c'est anti-républicain. Toute la négation de la République, elle est pour moi dans cet événement. Mais ça se passe, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à un stade où ça se passe. Et inversement, il y a eu le match de football. La main. Je ne sais pas si c'est la main qui a été vers le ballon ou le ballon vers la main. C'est le problème essentiel. La main de Dieu ou la main républicaine? Ça fait longtemps que je n'avais pas vu surgir un problème philosophique aussi fondamental que celui-là. Est-ce la main vers le ballon ou le ballon vers la main? Mais il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est républicain. Et c'est à notre honneur. C'est que tout à coup, il suffit d'écouter les gens qui téléphonent aux radios. Il y a eu, on aurait pu croire qu'on s'en fout, on a gagné, allez, c'est bien, on va en finale. Eh bien, pas du tout. Il y a eu quelque chose de profond, de spontané, qui est dit « j'ai honte de gagner comme ça. On n'aurait pas dû gagner comme ça. » Eh bien non, il n'y a pas que la fin qui compte. Il y a aussi la façon, le moyen, etc. Et c'est sorti du peuple, c'est sorti des profondeurs. Et ça, c'est républicain. Eh bien, je crois dans ces deux événements qu'on a l'esquisse, si vous voulez, d'une réflexion de ce qui est vraiment à la française républicain et de ce qui ne l'est pas. Et sur cette base-là, qu'en effet, il faudra réfléchir à rétablir un pacte républicain. Juste une réaction d'Henri Guénaud. Le président n'a pas dit « on a honte d'avoir gagné », d'après ce que j'ai compris. Pour l'instant, il n'a rien dit du tout. Voilà. Non, mais je crois que Jean-François Kahn a raison de bien insister sur le fait que la République, dans l'idée qu'on s'en fait en France, est d'abord un système de valeurs, avant d'être un système institutionnel. C'est d'ailleurs même pas le contraire de la monarchie, puisqu'en France, la République est l'héritière et la continuatrice d'un grand projet monarchique d'unité, d'indivisibilité française. C'est pas sûr, voilà. enfin. C'est l'opinion de Jaurès, par exemple. Non, mais c'est vrai que c'est le vieux rêve capétien qui continue, et c'est la lutte contre les féodalités, c'est le contraire d'une société aristocratique, mais ça n'est pas forcément le contraire de ce qu'a été le grand projet capétien en France. Il y a une forme d'unité de l'histoire de France, et c'est l'expression à un moment donné d'une forme de civilisation qui est la nôtre, et c'est un système de valeurs, et je suis d'accord avec vous que quand on regarde, essayer de le définir, c'est un peu compliqué et un peu long, mais quand on regarde ce que sont les valeurs foncières du peuple français, de la nation française, on se rend bien compte dans des événements comme ceux que vous venez de citer que en France, au fond, on a assez rarement confondu le sentiment national républicain avec le nationalisme. On a assez peu souvent confondu le républicanisme avec une idéologie totalitaire. La France est un pays foncièrement républicain en ce sens qu'elle se fait une certaine idée de la dignité humaine et que la France est tout au contraire d'un pays pétainiste, comme l'ont dit certains. Je me souviens d'un livre célèbre qui s'appelait L'idéologie française et qui expliquait que la France était un pays intrinsèquement, idéologiquement, culturellement pétainiste. Eh bien non, la France, elle est en réalité intrinsèquement, culturellement, idéologiquement républicaine, c'est-à-dire qu'elle croit d'abord à cette valeur fondamentale qui est celle de l'égalité, à ne pas confondre avec l'égalité, mais qui est fondamentale parce que, juste une remarque, elle court dans toute notre histoire. C'est le pays le plus divers du monde. Et pour asseoir son unité, il a dû se focaliser sur l'égalité, sur le principe d'égalité. C'était vrai, même du temps de la monarchie, le roi était tellement puissant que tout le monde, y compris le grand seigneur, était à égalité devant lui. Voilà, la France est un pays obsédé par son unité, donc obsédé par le principe d'égalité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, justement, je vous interromps parce que justement, à propos de l'égalité des chances, c'est creuset de la République, eh bien, il y a l'école qui, chacun sait, est confrontée à de graves défis, les élèves en difficulté ou en échec scolaire. Certains établissements tentent de réagir, comme le collège de Valergue, en ZEP, ici, à Cannes, avec des expériences innovantes, pilotes, d'accompagnement éducatif et d'orientation. C'est un reportage de l'école de journalisme de Cannes. Et on se retrouve
juste après. 24 élèves, des mains qui se lèvent, une classe de 5e. Pourtant, devant le tableau, ce ne sont pas des professeurs. C'est comme des deuxièmes parents, en quelque sorte. Comme des deuxièmes parents, en quelque sorte. Éducateurs à l'association SPI, Solidarité, Prévention, Insertion, ce jour-là, ils sont venus à la rencontre des collégiens pour présenter leur action. Orientation, conseils ou encore soutien scolaire. On révise avec Marjolaine. On révise et comme ça on a la mémoire fraîche. C'est aussi un lieu d'écoute où les éducateurs réalisent un vrai travail de proximité, une aide collective ou individuelle nécessaire aux élèves. Pour certains, c'est un lieu où ils peuvent se poser en fait, où à la maison, il n'y a pas forcément les possibilités de travailler tranquillement, tout ça. Donc ils viennent se poser, ils viennent des fois faire leurs devoirs, enfin tout ça. Pour d'autres, c'est rechercher un complément de cours en fait. Face à des collégiens volontaires, une équipe d'enseignants bénévoles assure tous les jours l'accompagnement éducatif. Des heures de cours supplémentaires pour permettre aux enfants en difficulté de reprendre confiance en leurs capacités. On les fait renouer avec peut-être pas le plaisir d'être en classe, mais en tout cas ils reprennent un peu confiance en eux et c'est vrai que l'idée c'est aussi de les rebooster psychologiquement. Voilà, vous êtes capable de bien faire. 13h, place aux activités sportives et pour le moins originales. La planche à voile et le catamaran. Des loisirs inhabituels, c'est un des moyens utilisés par le collège pour lutter contre l'absentéisme. Je tire ma voile. Regardez ce qui se passe. Des élèves attentifs, voire passionnés, certains y trouvent même un enjeu professionnel. Sur les pistes de l'aérodrome de Mandelieu, un groupe de 3e reçoit un cours d'initiation au pilotage. Pour les plus intéressés, le brevet d'initiation à l'aéronautique est accessible à la fin de l'année. Si on n'avait pas de dispositif comme ceci, dans les établissements en grande difficulté, si on n'a pas ces moteurs, je crois on irait à l'échec pour beaucoup d'élèves. Un échec évité pour certains grâce à ces initiatives originales. Malgré ces mesures alternatives, d'autres n'ont pas eu le choix et doivent faire face à la déscolarisation. À l'atelier Relais de Cannes-la-Boca, créé il y a 10 ans, ces élèves décrocheurs sont pris en charge. Une dizaine d'élèves par session qu'il faut réintégrer dans le système scolaire. Certains retournent au collège, parce que quand on a une session qui se termine à Noël, généralement le but c'est de les réintégrer au collège, en leur redonnant justement le goût à leur scolarité, en tout cas l'envie de la poursuivre le plus normalement possible jusqu'à la fin, en les faisant travailler sur le socle commun des compétences et des connaissances, c'est-à-dire un peu le minimum de base pour survivre et pour poursuivre après une scolarité. Association et éducation nationale, une synergie positive. En 2008, c'est 89,4% des élèves des Valergues qui ont obtenu leur brevet. Alors, Henri Guénaud a écrit il y a quelque temps que, tout en défendant l'égalité, il a écrit que l'inégalité était un moteur de la croissance. Alors, je me tourne là vers Jean-François Kahn. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que l'égalité n'est pas au fond une sorte d'utopie dans une société mondialisée? Est-ce que ça reste un combat possible? Tout est une utopie dans la mesure où la politique, c'est pas pour quelque chose de fermé et d'idéal, c'est pour un mouvement vers. On ne peut pas imposer l'égalité, et d'ailleurs ça serait l'égalitarisme, mais on peut aller vers plus d'égalité. De la même façon, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée la France est ceci et la France est cela. La France, attendez, excusez-moi, la France, c'est pas unique. Il y a en France, il y avait hier, il y a aujourd'hui des anti-républicains et des républicains. Alors ne faisons pas comme si toute la France est unanimement républicaine. Il y a un combat contre les anti-républicains. Il y en avait hier, il y en a aujourd'hui. Au fond, ce qui fait les spécificités républicaines, vous serez d'accord là-dessus, c'est la façon dont elle a émergé. C'est un peu ce qui fait la société américaine ou anglaise. La République en France, d'abord, elle s'est construite dans un combat pour que la nation existe. C'est-à-dire, en 89, on défend la nation contre les anti-républicains qui vont se battre avec l'étranger. Quand même, faut pas l'oublier. Mais en 70, elle se fait dans la résistance aux Prussiens, la République. Et elle est rétablie en 44 dans la résistance aux Allemands. Donc, il y a une correspondance, selon moi, entre République et nation. Deuxièmement, elle se fait dans la lutte contre l'Église. Pas parce qu'elle est anticléricale, mais parce que l'Église refuse la République jusqu'à la fin du XIXe. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être anticléricale et intolérante, c'est-à-dire qu'elle doit être laïque. En Amérique, non. La République n'a pas besoin d'être laïque. En France, étant donné son histoire, elle doit être laïque.
elle s'est construite aussi contre le pouvoir personnel. N'oublions pas que la République, une fois, s'impose contre le roi, et un roi faible, mais les autres fois, elle s'impose dans la lutte contre Napoléon Ier, dans la lutte contre Napoléon III, dans la lutte contre Pétain, donc contre des formes non monarchiques de pouvoir personnel. Donc pour moi, le républicanisme impose une lutte contre le pouvoir personnel. Et puis, en effet, c'est ce qu'on a vu, c'est aussi une lutte contre les inégalités. Pourquoi ? Parce que ce qu'a apporté le mouvement républicain en France, c'est l'égalité devant la loi. C'est l'égalité devant l'impôt. C'est le refus de l'hérédité oligarchique. Donc, d'une certaine manière, on peut dire aujourd'hui que ce qui n'est pas républicain, les niches fiscales, ce n'est pas républicain. On peut les défendre, surtout si on en profite. Moi, personnellement, je voudrais vous dire que les journalistes ont longtemps bénéficié encore un peu d'une importante niche fiscale, et j'ai toujours été contre, bien que journaliste. Mais ce n'est pas républicain, les niches fiscales. C'est la négation de l'égalité de mon impôt. L'éghettoisation, c'est-à-dire une loi du marché foncier laissée à elle-même, qui font que les pauvres vont vers les pauvres et ensuite les Africains vers les Africains, les Arabes vers les Afraques. C'est-à-dire qu'on n'est plus une nation brassée, c'est des peuples différents qui superposent. Ce n'est pas républicain. Je pense qu'un républicain devrait forcément permettre que l'État puisse imposer une limite à la loi du marché en termes fonciers immobiliers qui fait qu'il n'y ait pas de ghetto, qui est une honte et qui est attentatoire à la République. Un de mes désaccords avec ce qu'a fait Sarkozy, il ne s'agit pas ici de faire de polémique, mais c'est sur la loi sur les successions. Non pas, je suis d'accord qu'on réduise les successions pour les petites successions, plutôt qu'on les supprime d'ailleurs, et qu'on réduise pour les classes moyennes. Mais à un certain niveau de fortune, si vous supprimez la progressivité des successions, ça veut dire que vous rétablissez l'hérédité oligarchique. Je suis désolé, on peut être pour. C'est le droit, je respecte tout, mais c'est pas républicain. C'est attentatoire à la République que l'hérédité oligarchique, etc., etc. Le communautarisme anti-républicain, j'ajoute un petit élément. Arrêtons de dire que la République est jacobine. Ceux qui ont proclamé la République les premiers, c'est des Girondins, c'est-à-dire des Girondins qui étaient fédéralistes, et celui qui a imposé la centralisation la plus épouvantable dont on souffre encore en France, c'est Louis XIV. Voilà. Alors, ce lien entre la République et l'égalité et donc les niches fiscales, les droits de succession qui iraient contre cette République, cet idéal républicain. La République est en partie fille de la monarchie, vous venez de le démontrer. D'abord, je ne résiste pas au plaisir de vous répondre sur les héritages. C'est, si mes souvenirs sont exacts, 150 000 euros par enfant. Ça peut faire 300 000 euros. Avec un maximum de 300 000 euros, c'est 95% des successions. Ça exclut totalement les successions des riches, monsieur Jean-François Kahn. Et ça a d'autres vertus, c'est que on peut regarder le problème autrement. Une société qui tue la transmission est une société qui se condamne elle-même. Voilà. Et transmettre le fruit de son travail, ça n'est pas déshonorant, ça n'est pas contraire aux valeurs de la République. C'est pas perpétuer au contraire. Mais non, mais la République n'a jamais entendu, dans notre pays, établir un régime égalitariste où tout le monde serait pareil. La République en France, c'est la méritocratie. Bon. Donc, le fait c'est la récompense de l'effort, du travail, du talent. Le fait de travailler pour transmettre quelque chose à ses enfants n'a évidemment rien d'anti-républicain. Simplement, ce que veut faire la République, c'est donner le moyen à ceux qui n'ont hérité de rien de pouvoir tenter leur chance de la même manière que les autres, de pouvoir réussir sur leur talent et sur leur mérite. Mais le talent et le mérite, par définition, ça n'est pas égalitariste. Donc, la République s'est toujours parfaitement accommodée de l'héritage. Simplement, elle offre l'école de la République à tous les enfants de la même manière, gratuite et obligatoire, pour tout le monde, le fils de riche, celui qui a hérité et celui qui n'a hérité de rien. Et ça a eu quand même longtemps d'assez bons résultats. Le problème, c'est que nous vivons dans une société où nous n'atteignons plus ce résultat. Nous n'atteignons plus ce résultat parce qu'il y a la faillite de l'école, parce que ce qui m'a frappé, moi, pour revenir au petit film qu'on vient de voir, moi, je trouve tout ça très bien. Je trouve très bien qu'on offre aux enfants de toutes les familles et de toutes conditions la possibilité d'aller dans un aéroclub, de faire de la voile, etc. Mais
Mais l'école a une autre ambition que celle-là. L'école, c'est pas « je vous offre des avantages et des loisirs pour que vous daigniez venir apprendre ». Non, l'école, elle offre un trésor bien plus grand aux enfants, pas du tout l'accès à l'aéroclub. Elle leur offre le savoir, la connaissance, la possibilité de se former un jugement autonome. Il y a eu un petit débat récemment là, sur le fait de savoir s'il fallait offrir le permis de conduire gratuitement à ceux qui dans certaines écoles, acceptaient de venir à l'école. Eh bien non. Non, ou alors on l'offre à tous les enfants de France et ceux qui ne viennent pas sont sanctionnés et ils n'ont pas le permis de conduire. Je veux bien, mais la proposition inverse, celle qui avait été faite, elle est du point de vue des valeurs, des vertus républicaines, parfaitement scandaleuse. Je suis d'accord. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut parler aujourd'hui, quand on parle de l'identité nationale, on parle aussi en réalité de l'identité républicaine. Il faut en discuter parce que je trouve qu'il y a une telle confusion des valeurs qu'il va devenir bientôt assez difficile de vivre ensemble et de savoir dans quel régime, sur la base de quelle morale partagée nous sommes en train de vivre et de construire notre destin commun. Voilà. Alors, dans le modèle... Je suis d'accord tout à fait d'accord que la République n'a pas à être égalitariste, ou alors c'est une République soviétique, si j'ose dire. Bon, maintenant, vous savez ce que disaient un certain nombre de républicains américains, qui n'étaient pas particulièrement des extrémistes sur ce plan-là, que entre un ouvrier et un patron, un écart de 1 à 30, c'était bien, ou de 1 à 40, et que c'était bien. Ils disaient, bon, excusez-moi, mais être arrivé à des écarts de 1 à 400, 1 à 500, 1 à 600, c'est totalement une injure faite à l'idée républicaine. Quant à un mot simplement sur... je suis absolument d'accord avec vous, je l'ai dit d'ailleurs, que c'est formidable, l'héritage, que moi, que mes enfants puissent éventuellement profiter de... Bon, je dis simplement que lorsque quelqu'un naît avec le fait que même s'il ne travaille pas, qu'il n'a même pas besoin de travailler, qu'en plaçant la fortune dont il a hérité, de toute façon, il sera plus riche que le mec qui va travailler, qui a des diplômes, qui va se donner de tout son cœur, on peut être pour. Non. Je vous dis simplement que c'est pas républicain. Jean-François Kahn, dans la réforme qui a été faite en France, il ne s'agissait pas de cela. On peut avoir ce débat. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, mais c'était pas de ça dont il est question dans la réforme qui a été mise en œuvre en 2007. Alors, on y reviendra. Mais là, juste une remarque. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les écarts de revenus. C'est un débat qu'on peut avoir. C'est un débat d'ailleurs qu'on a maintenant dans tous les pays, y compris ceux qui sont très loin du modèle républicain français. Et c'est un vrai sujet d'actualité. C'est une question que vous avez soulevée il y a longtemps, et moi aussi. Voilà. Mais c'est un vrai sujet sur le... Autre élément du modèle républicain français, les services publics, avec le débat qui est actuellement autour de la Poste, le rôle et la place du facteur, du bureau de poste dans le lien social, la proximité. Un deuxième reportage de l'école des journalistes de Cannes. Un centre de tri comme les autres dans la zone industrielle des Tourades à Cannes. Depuis 4h45, les hommes et les machines s'activent pour trier les 120 000 lettres quotidiennes avant leur acheminement. Vous connaissez bien votre tournée ? Ah oui, impeccable, par cœur. Comment ça se fait ? Ça fait plus de 10 ans que je la fais. Là, je suis un peu loyal ici, vous verrez, c'est une petite mémé. Des fois, c'est son mari. Il y a sa chienne qui m'attend toujours. Dès 9h30, la tournée quotidienne de Thierry débute, une visite très attendue des usagers. Oui, j'ai tout payé. Bon, alors ça va, je suis sûr d'être payé à la fin. Vous êtes sûr d'être payé, c'est déjà un avantage. Nous avons de très bonnes relations avec notre facteur. Il est très gentil, très aimable, toujours un sourire et un mot agréable pour tout le monde. Donc mon facteur, je ne veux pas qu'on me le change. Sourire après sourire, lettre après lettre, les kilomètres défilent et le facteur tisse le lien social. Au fil des années, il crée la proximité. Bonjour. On a un contact humain et il y a des échanges et puis il donne certaines indications. Il connaît tout le monde, c'est hyper important. 2 heures de tournée quotidienne pour plus de 700 lettres distribuées. Laissons Thierry à sa tournée pour rejoindre un petit village de l'arrière-pays grassois. Saint-Césaire compte plus de 3500 habitants. À moins de la remettre au facteur avant sa tournée, cette lettre ne pouvait être postée que là. Le bureau de poste le plus proche est situé à une dizaine de kilomètres. Cette agence postale de village propose bien d'autres services. La Poste, c'est ma banque. Donc en fin de compte, moi je sors plus de Saint-Césaire, je fais tout à Saint-Césaire. Courrier, banque, mais aussi produits dérivés, diversifier les activités semble être la solution choisie pour préserver ce bureau de poste de zone rurale dont les habitants ont tant besoin. Les gens seraient obligés de descendre dans un bureau de poste plus lointain. La route est mauvaise,
voire dangereuses. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer ou pas facilement. Les prochaines discussions sur le statut de la Poste remettront-elles en cause, comme certains le croient, l'intégrité de ce service public de proximité? Alors, on voit que même dans une ville qui n'est pas, il faut bien le dire, une ville ouvrière, eh bien, il y a un fort attachement au service public de la Poste, on l'a vu. Et donc, et en même temps, cette Poste, Henri Guénaud, le gouvernement vient de décider de transformer son statut, d'aller vers un statut privé, donc même si le capital évidemment reste celui de l'État, à travers la Caisse des dépôts notamment. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de finalement est-ce que vous n'avez pas inquiété d'abord tout le monde, parce qu'il y a quand même eu 2 millions de personnes qui ont signé une pétition contre la privatisation de la Poste. Est-ce que là, vous ne faites pas le contraire de ce que vous dites dans tous les discours que reprend le président ? D'abord, dans la République à la française, dans le modèle républicain français, il y a au centre le service public. Regardons la question de la Poste. Qui exige le changement de statut de la Poste? Les directives que la France a acceptées à Bruxelles. Et si mes souvenirs sont exacts, d'ailleurs, la directive sur la Poste a été acceptée par le président Jacques Chirac et par le Premier ministre Lionel Jospin. Il paraît que ça n'implique pas le changement de statut. Ça, c'est un énorme mensonge, bien pratique dans le débat politicien, mais totalement inexact en vérité. Que dit la directive? Elle dit demain, le marché de la Poste en Europe va devenir concurrentiel. Pas moi qui ai signé cette directive, je suis en général assez réticent à un certain nombre de directives européennes. Et en particulier à l'idée que l'Europe peut se bâtir en faisant de la concurrence une fin en soi ou une religion. Ben voilà, ça c'est un bon exemple. Donc on a dit, il va y avoir un marché, ça va devenir concurrentiel. Donc les règles de la concurrence européenne vont s'appliquer. Or, la Poste avait jusqu'à présent un statut d'établissement public. Or, un statut d'établissement public entraîne automatiquement la garantie de l'État. Vous ne pouvez pas ne pas donner la garantie de l'État à un établissement public. Eh bien, Bruxelles considère depuis toujours que donner automatiquement la garantie de l'État à un établissement viole les règles de la concurrence. Donc, si vous ne voulez pas être condamné, eh bien, il faut changer le statut de la Poste, le faire passer en société anonyme, de sorte que la garantie de l'État ne sera pas automatique. C'est une conséquence nécessaire, inévitable, obligatoire de la directive qui a été signée. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Est-ce que la crise ne donnait pas justement une opportunité pour revenir un peu là-dessus? Regardez le Japon, ils viennent de revenir sur la privatisation de la Poste. Vous avez remarqué, mon cher Philippe Cohen, que le Japon est un État qui décide ce qu'il veut et que la France est un État qui partage sa souveraineté avec 26 autres. Donc c'est la faute de l'Europe. C'est pas la faute, c'est notre faute, puisque ce sont nos gouvernements démocratiquement élus qui ont accepté cette directive. On peut le déplorer, mais c'est un fait. Et donc, si nous voulons en sortir, il faut soit dénoncer la directive, renier la parole de la France, soit faire changer la directive, c'est-à-dire la faire changer, convaincre les 26 autres de la changer. Je finis parce que c'est un enjeu fondamental et qu'il ne faut pas caricaturer. Si nous voulons que l'Europe ne continue pas sur cette voie, qu'elle ne continue pas à faire de la religion une concurrence, si elle ne continue pas à avoir un projet de dépolitisation totale de l'économie et de la société, unique au monde et unique dans l'histoire du monde, eh bien, il va falloir travailler beaucoup. C'est ce que la France a fait d'ailleurs, je trouve pas si mal, je dis ça par rapport à toutes mes convictions présentes et passées, quand elle a exercé la présidence de l'Union européenne. Remettre de la politique en Europe. Voilà, c'est indispensable. Sortir d'une Europe qui est en pilotage automatique, avec des règles de concurrence absolue, qui n'accepte aucune transgression. Une Europe qui ne défend même pas les intérêts des Européens, même pas les intérêts des entreprises européennes. Tout le contraire. Quand vous regardez, par exemple, les amendes que l'Europe inflige aux entreprises européennes, elles sont en croissance exponentielle. Vous ne vous rappellerez pas un certain nombre de sujets comme comment nous avons perdu Péchinet, par exemple, et bien d'autres. Bon, il nous faut changer cela. La crise est une opportunité. Les services publics, on est bien d'accord. Mais bien sûr, mais la France n'a cessé d'essayer de le faire, et puis elle a souvent fini par céder devant la pression des autres. Je crois que le moment
c'est un moment unique, cette crise, c'est une opportunité unique d'arriver à revenir sur cette dérive d'une Europe qui dérive depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Mais ça va être un travail difficile, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter tout seul dans son coin. Il va falloir convaincre les autres, il va falloir profiter des circonstances, mais si on caricature ce débat, nous n'en sortirons jamais. Maintenant, s'agissant de la Poste, eh bien... désormais, le capital sera une société anonyme, à capitaux publics comme auparavant. Elle ne sera ni plus ni moins garantie d'ailleurs d'être privatisée qu'auparavant, parce que autant l'établissement public que la société anonyme, c'est le fruit d'une loi. Ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Il n'y a aucune garantie définitive. C'est ça la République, c'est ça la démocratie. Voilà. Si demain il se trouve une majorité au Parlement pour décider de privatiser la Poste, elle sera privatisée. Alors, non, d'abord, je ne peux pas faire de procès a priori et dire vous avez l'intention de privatiser la Poste. J'ai le droit de me méfier dans la mesure où on nous avait promis, c'est Sarkozy d'ailleurs lui-même, qu'on ne privatiserait pas le gaz et qu'on l'a fait. Et donc je me dis, puisqu'on nous a arnaqué une fois, on peut nous arnaquer deux fois. Mais je ne vous ferai pas procès a priori. Simplement, en quoi ça renvoie ? La République ne dit pas a priori que l'État doit avoir tant de pouvoir. En revanche, la République dit qu'on doit être une certaine égalité des citoyens devant la loi et quand même devant les services à la collectivité. C'est ça, le service public. En vérité, le problème, si c'est l'État ou pas l'État, est secondaire, c'est la conséquence. C'est de savoir est-ce qu'il y a l'égalité, autrement dit, est-ce que le riche et le pauvre, ils ont une égalité devant la possibilité de recevoir des lettres, devant le transport, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, même dans le cadre du service public, ils ne l'ont pas tout à fait, car on fait de plus en plus. Bon. Mais c'est ça qui est l'essentiel. Moi, je vais vous donner un exemple. J'étais patron. En vérité, pendant 25 ans, j'ai été moi-même chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, et en plus un journal, c'est une entreprise compliquée, il se trouve qu'un journal, il y a une loi qui fait que pour que, tout le monde reçoive tous les journaux et qu'on trouve Rouge, le journal des trotskistes partout, et Minute, ou le journal du Front National partout, il se trouve que je paye. Enfin, on paye. Et il y avait chez moi deux personnalités. Il y avait le côté, en effet, entrepreneur privé, qui disait, mais il n'y a pas de raison. C'est un scandale, je veux pas. Moi, je fais un journal, c'est quand même pour qu'il gagne de l'argent. Bon. Et puis, il y avait le républicain qui, en effet, dit, ça m'emmerde, et ça me coûte. Mais sans doute, il faut ça. Tout ça pour dire que, oui, là, on touche au problème du républicanisme. Le républicain, en effet, à un certain moment dit, attention, je suis pour le libéralisme, il est libéral, et donc pour l'entreprise privée, etc. Mais attention, là, c'est un autre moteur qui doit dominer. C'est une autre logique qui doit dominer. Si vous ne le dites pas, si vous considérez que la recherche du profit immédiat, etc., est le seul moteur, vous êtes un libéral non républicain. Pour moi, un républicain doit équilibrer ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'au-delà du problème des services publics, on parle d'un nouveau contrat. Excusez-moi, je vais dire une banalité, d'abord parce que tout le monde le pense, je crois, enfin non, la majorité de gens le pensent, puis je l'ai dit souvent, c'est que le nouveau pacte républicain implique que qu'est-ce qu'on met au centre de tout, hein ? Qu'est-ce qu'on met au centre de tout ? Finalement, la monarchie met le roi. Et le roi est le sang, parce que c'est héréditaire. Monarchie, en France, mettez l'État. Et le sang. Et l'État peut-être aussi. Et en plus Dieu, parce qu'il y a une transcendance. Et la République, normalement, elle met l'élection, elle met pas l'hérédité. C'est un changement de centralité. Mais de la même façon, si vous remplacez le roi par une assemblée élue, vous avez fait une révolution démocratique. Et tout est comme ça. Je veux dire, si vous remplacez la rente foncière par le profit capitaliste, vous avez fait la révolution industrielle. Si vous remplacez le pape par l'Assemblée des pasteurs, vous avez fait la révolution protestante. Eh bien, aujourd'hui, le pacte républicain, ça doit consister, à mon avis, et là on touche, à dire, compte tenu de la faillite évidente, et au fond, quelque part, on se rejoindra là-dessus, du système qui a mis l'argent au centre de tout, mais également hier du système qui a mis l'État au centre de tout. Qu'est-ce que peut être le pacte républicain dès demain ? C'est le système qui mettra la dimension humaine enfin au centre de tout. Et que non pas l'argent au centre, mais l'argent au profit de la dimension humaine. Non pas l'État au centre, mais l'État au profit de la dimension humaine. Et cette nouvelle centralité, si vous voulez, c'est qui nous permet de définir ce que, à mon avis, peut être un nouveau pacte républicain basé sur l'humanisme. Je voudrais faire deux remarques. La première, et la Poste est un bon exemple. On ne peut pas
penser qu'on va perpétuer le pacte républicain de Jardy sans rien changer indépendamment des circonstances. On ne peut pas traiter la Poste aujourd'hui comme hier, le courrier s'effondre, il s'effondre parce que les gens utilisent Internet, etc. Et donc la Poste ne peut pas continuer exactement comme elle était hier. Ça n'est pas possible. Voilà. Donc, mais enfin, pour la Poste, vous avez raison, et du coup on change, mais pour les niches fiscales, il faudrait changer, là on ne change pas. Là vous avez raison, mais quand ça vous arrange, vous changez, mais quand il y a des choses qu'il faudrait changer, que ça arrange pas, on ne change pas. Il y a beaucoup de républicains de droite qui s'y sont aussi attaqués. Changeons tout ce qu'il faut changer. Moi, je suis d'accord. Alors, changeons tout ce qu'il faut changer. Je suis d'accord. Pas la moitié. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de républicains de droite qui ont essayé. Je me rappelle que M. Juppé a essayé avec les avantages fiscaux des journalistes aussi. Ça a été une réussite. Voilà. Non, mais c'est très intéressant parce que la République, ça se fait aussi avec les citoyens. Bon, ça se fait, la démocratie, ça se fait avec les électeurs. Bon, j'aimerais bien. Oui, mais quand même, si. Et les niches fiscales, le problème des niches fiscales, moi je suis totalement opposé aux niches fiscales, pas parce qu'elles sont toutes anti-républicaines, non, parce que la République, c'est de traiter également des situations identiques. Hein. C'est pas forcément que tout le monde n'étant pas dans la même situation, mais ne doit pas être traité toujours de façon identique. Mais si vous voulez les changer, les niches fiscales, il faut enlever beaucoup de privilèges à beaucoup de gens. Ça ne concerne pas que les plus riches, même si c'est sans doute eux qui, parce qu'ils peuvent se payer des conseils fiscaux, en tirent le meilleur parti. Ça concerne beaucoup de monde. Moi, je suis pour un système... C'est quoi l'antichambre de la République, au fond? C'est la nuit du 4 août. Oui, mais la nuit du 4 août, c'était des circonstances exceptionnelles et ça a quand même, derrière, provoqué des flots de sang dont pourrait peut-être se passer quand même, hein, quand même. Bon, on pourrait peut-être s'en passer. Donc, on n'a pas les mêmes moyens. Je ne vois pas créer demain le comité de salut public et puis refaire la convention. Bon. Donc, le problème que nous avons, c'est qu'on peut être, comme moi je le suis, partisan d'un impôt égal pour tout le monde. Enfin, égal, progressif. Il faudrait aller un petit peu plus loin sur la fiscalité, voir en quoi, par exemple, la TVA sociale serait anti-républicaine, comme nous l'ont dit un certain nombre de gens. Il y a un tas d'imbéciles qui ont dit ça. Bon, mais voilà, il faudrait. Voilà, il faudrait en parler. Imbéciles de gauche ou de droite? Non, mais il faudra parler. C'est des vrais débats qu'on n'arrive jamais à avoir dans ce pays. Pourquoi taxer les entreprises, par exemple? Pourquoi on m'explique que taxer les entreprises c'est bien, taxer les ménages c'est pas bien, alors que quand on taxe les entreprises, ce sont à la fin les ménages qui payent. Ça, c'est vrai. Donc c'est un vrai sujet. C'était le débat sur la TVA sociale ou sur la taxe professionnelle. Bon. Mais si je veux demain changer mon système, faire un système plus efficace économiquement et plus conforme à mes valeurs, je vais devoir enlever beaucoup de privilèges, beaucoup de dispositifs favorables à beaucoup de gens, beaucoup d'activités. Eh bien, ça ne va pas se faire facilement. C'est ça le problème. C'est ce que vous faites.